président de l'IDG, son parti politique, c'est-à-dire l'espace démocratique pour la bonne gouvernance. Je crois que je ne me suis pas trompé, pasteur. Alors, merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je préfère que nous puissions commencer cet entretien avec tout ce qui touche d'abord à la loi électorale aujourd'hui, puisque c'est l'actualité brûlante en ce mois précis. Et cette loi, je le disais tout à l'heure, elle est en discussion déjà au niveau de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas du goût de tout le monde. La preuve, c'est que l'opposition radicale, le RASOP, vient même de la rejeter. Première question, pasteur, est-ce que les élections auront lieu un jour dans ce pays? Oui, les élections auront lieu un jour dans ce pays. La preuve est que nous avons reçu le calendrier de la CENI. Les élections auront lieu, quelles que soient les contradictions qu'il y a. Je dis qu'elles auront lieu. Oui, elles auront lieu. Parmi les préalables, c'était le calendrier, plutôt la loi sur les élections, qui vient même d'être déboutée par les RASOP, puisque, dit-on de ce côté-là, elle est démocraticide. Elle est démocraticide en ce sens que, d'abord, la caution exigée semble être très élevée, et donc non accessible au monde entier. Alors, est-ce que, question qui se pose, nous allons dans une démocratie des riches? Je voudrais tout d'abord que nous puissions aller au départ. Nous venons d'où? Nous ne devons pas oublier d'où nous venons. Ce pays était en guerre. Nous nous sommes retrouvés à Sun City. À Sun City, nous avons fait des compromis. Même quand nous regardons notre constitution, l'objectif poursuivi par les uns et les autres était d'inclure tout le monde. Et c'est pour cela qu'à Sun City, on avait choisi le système proportionnel pour que tout le monde se retrouve. C'était pour un compromis d'unification du pays. C'est vrai, les problèmes que pose la CENI sont des problèmes sérieux à cause du nombre de candidats, à cause de la taille du bulletin de vote, toutes ces questions-là. Mais qu'on sache que nous avons pris la décision à Sun City d'avoir des systèmes proportionnels pour que tout le monde puisse être inclus. Même notre constitution, c'est une constitution de compromis. Des enfants du pays qui sont entendus afin qu'ils soient ensemble. La loi, elle est là. Je me pose la question, est-ce qu'elle va nous amener la stabilité? Est-ce qu'elle va nous amener la paix? Parce que demain, c'est vrai, il y a une majorité qui peut adopter la loi et elle passe par force. À votre époque, la caution s'élevait à combien en dollars? En tout cas, c'était dans les 200 quelques dollars. Moi, je m'étais battu moi-même pour qu'on puisse, à mon temps, je dois être sincère, j'avais demandé qu'on augmente la caution. Mais les députés avaient refusé. L'Assemblée nationale actuelle avait refusé qu'on puisse remonter la caution. Leur objectif était à ce qu'on puisse donner au moins un anti. Comment est-ce qu'un enseignant, comment est-ce qu'un agriculteur, bon qu'il est, peut trouver cet argent-là? Et quand on applique ça dans la loi, ma préoccupation à moi, en tant que pasteur et négociateur, c'est-à-dire que nous devons, notre objectif, c'est amener la calmie, amener tout le monde. Est-ce que cette loi, si elle passe, elle va nous amener à la paix, elle va nous amener à la concorde nationale? Tous les arguments qui sont donnés, et par la gauche, et par la droite, c'est des arguments vrais. Oui, amener la paix suppose en fait résoudre tous les petits problèmes qui se posent là-dedans, notamment le premier problème, celui de la caution que je viens de poser. Donc, est-ce que la revendication est légitime aujourd'hui? La revendication, elle est légitime. Mais moi, ce qui dépasse tout, est-ce que cette loi-là va nous amener la paix? Est-ce que cette loi-là va consolider la concorde nationale? C'est tout ce que moi je demande. Les arguments poussés par les uns... La concorde signifie l'aboutissement aux élections. L'aboutissement aux élections et qui est la paix après les élections. Est-ce que ça ne va pas révolter les gens? Est-ce que ça ne va pas énerver les gens? Moi, je fais appel à la classe politique congolaise de regarder notre départ. Même notre constitution commence à refuser les acquis de l'ordre intercongolais qui se définissaient par le choix du système de la proportionnelle dans la loi électorale. Beaucoup de choses qui sont dans la Constitution, on les a mis sur le pied pour amener les gens ensemble. S'ils commencent à refuser, ils finiront par refuser la Constitution. C'est pourquoi moi j'appelle les uns et les autres qui regardent l'avenir, qui regardent d'où nous venons et pourquoi on avait mis cette provision-là. Les gens ne doivent pas faire pour se protéger.
il y a qui veulent se protéger, qui veulent rester. Est-ce qu'en se protégeant contre tout le monde, est-ce qu'on est bien protégé? Parce que si vous vous protégez, vous êtes un petit groupe, et la majorité contre vous, vous n'êtes pas protégé, vous mettez au contraire en danger. Voilà la préoccupation et l'appel que je lance à notre Assemblée nationale, l'appel que je lance à la population congolaise et à la classe politique, qu'on regarde d'abord l'histoire, d'où est venue cette décision d'aller en proportionnel. Alors, la machine à voter, qu'on qualifie déjà de machine à tricher. La machine à voter, je l'ai dit la fois passée, c'est une question qui est complexe. À votre époque, elle n'existait pas encore. À notre époque, elle n'existait pas. Pourquoi? Et devait nous aider, d'un côté vraiment, ceux qui ont décidé qu'il y ait la machine ont raison. Regardez les bulletins de vote que nous avons eu dans la Tchangou, 54 pages. Et il y a des gens qui ne veulent même pas retrouver leur nom. Vous donnez un candidat, trouve ton nom, il ne trouve même pas. Alors l'unique manière, c'est aller électronique. Mais l'électronique aussi, est-ce que les gens ont le contrôle du système du software lui-même, du programme lui-même? Est-ce qu'ils vont sécuriser? Est-ce que nous avons un réseau à nous qui est bloqué, sécurisé, où il n'y a que la CENI qui a accès? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'emploi dans le Congo, et les gens passent seulement pour avoir une maison, avoir une voiture, il faut être député. Et c'est vrai, il n'y a pas d'autre ouverture dans ce pays pour faire de la vie carrée en politique. Et tout le monde veut y aller. Nous allons avoir, moi j'ai eu 18 864 candidats pour 500 sièges. La fois passée, pour les provinciales qu'on n'a pas tenu, il y a eu 25 000 candidats pour moins de 1000 sièges. Maintenant, je vous dis que vous allez avoir, si vous avez 30 000, 40 000 candidats pour 500 sièges, quel chaos ça va donner? C'est ça la question. Donc, quand la Sénat parlait du système électronique, oui, ça peut faciliter le travail, mais de l'autre côté, est-ce qu'ils peuvent avoir le contrôle? Est-ce qu'ils peuvent rassurer que leur système est sécurisé et qu'on ne peut pas y entrer? Même les grands pays du monde qui maîtrisent la technologie, leurs systèmes sont toujours... Regardez aux États-Unis la fois passée, il y avait un débat. Il y avait un débat, les gens ont dit que là où on a travaillé manuellement, il arrive à gagner. Mais là, on a travaillé électroniquement, c'est là où Trump a gagné. Donc, c'est un pays avancé technologiquement. Et ce sont les questions qui sont réelles. Et sur lesquelles, c'est pourquoi moi je me dis, toutes ces questions-là que vous posez sont bonnes. Allons nous asseoir à la table ronde. Allons discuter de ces questions-là. Cette table ronde que j'appelle de tous mes voeux, cette table ronde n'est pas pour aller partager le pouvoir, qu'on puisse régler ces questions-là qui sont importantes, qu'on ne les impose pas et que la population comprenne et qu'on puisse discuter tous ensemble. Mais vous auriez souhaité quoi? Quelle proposition vous avez? Moi, je souhaite propos qu'on aille seulement à la table ronde, qu'on se retrouve tous, qu'on parle, qu'on puisse discuter, qu'il y ait et que le peuple se prononce. Au lieu d'imposer les choses, les questions posées par les uns et les autres sont fondamentales. Mais vous n'avez pas à rester parce que vous êtes parler du peuple, ou bien vous êtes à la maison d'élection, vous êtes là-bas, non, qu'on parle. Que les Congolais se mettent ensemble et discutent de ces questions. C'est des questions cruciales et des questions importantes. Point de vue des centristes. Et pour les centristes aussi, écoute, les centres, dans le monde entier, les centres se battent pour un système proportionnel, pour permettre aux tout petits de participer dans la gestion du pays. Ça, c'est l'idéologie centriste qui demande que les gens aillent en proportionnel. Moi, je ne voulais pas m'attarder sur la proposition centriste, je voulais seulement parler du pays, de l'origine. Pourquoi est-ce qu'on a opté pour ce système-là? Alors, le seuil de représentativité, il faut ouvrir le sort des candidats indépendants. Certainement, on a tous les pays. Certainement, ça diviser les gens plus que les mettre ensemble. Les gens seront très divisés. Ce sont les plus nantis, ce sont nous devons vraiment parler. Il faudrait qu'on donne la chance aux gens de participer, que les gens participent, qu'on se mette ensemble. Les questions techniques, vraiment, je ne les renie pas. Elles sont correctes. Les diminuer le candidat, c'est bon, mais d'où sommes-nous venus? Qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui? Il y a eu Ensemble City. Et les Congolais se sont mis ensemble et ils ont pensé à un pays qui sort de la guerre pour notre concorde nationale, alors dans ce système-là. Ma question que je pose, si les gens s'imposent et passent cette loi-là par la force, parce qu'ils ont le droit de passer la loi, vous pouvez refuser ou pas, vous pouvez crier ou pas, mais s'ils décident de passer la loi, ils la passent. Est-ce qu'elle va nous amener la concorde nationale? Est-ce qu'elle va amener les Congolais ensemble? Est-ce qu'elle fera des élections une fête démocratique ou bien une séparation totale du pays?
C'est ça vos inquiétudes. Ce sont mes inquiétudes. Donc il faut absolument une table ronde. Il faut absolument que nous puissions parler, absolument. Mais personne ne veut entendre parler de ça. Je vais poser la question, qui peut me dire que tout va bien au Congo aujourd'hui? Qu'ils disent que tout va bien au Congo. Personne n'a cette réponse-là. Non, mais puisqu'on estime que le texte de la Saint-Sylvestre a déjà répondu à toutes ces questions-là. Merci pour cette question-là. Je suis dernièrement, le 24 novembre, les évêques de la 5 ont sorti notre communiqué qui a été appuyé par les laïcs dernièrement. Je voudrais aujourd'hui dire à l'opinion nationale et internationale que j'étais le premier à dire que l'accord de la Saint-Sylvestre était un piège. Certains m'ont insulté comme dans leur éducation. Un piège tendu par qui? Par les évêques pour ce pays. Je l'ai dit avant qu'il n'y aurait pas élection en 2017. J'étais le premier à le dire. Vous fondiez ces affirmations par quoi? J'ai fondé les affirmations sur le rapport technique à la cité de l'Union africaine. Les experts des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Organisation nationale de la francophonie, la société civile, la CNI, se sont mis dans les groupes de travail. Ils ont tous travaillé et avaient conclu que les élections ne peuvent avoir lieu qu'en novembre 2018. C'était le chronogramme indiqué novembre 2018. Ils se sont dit, ah, si nous parlons 2018, le peuple va se fâcher. Finalement, on les a poussés à aller à avril 2018. Le péché, l'unique péché de l'accord de l'Union africaine était le manque d'inclusivité. Et cette mission a été donnée aux évêques, c'est inclure les absents. Les évêques vont outrepassent leur mission et ils amènent, sans regarder les aspects techniques, décembre, au plus tard décembre 2017. J'ai dit, c'est un piège. J'ai dit que les évêques savaient qu'il n'y aura pas d'élection, mais ils veulent monter la population. Ils veulent énerver la population. Aujourd'hui, le calendrier est sorti. Qu'est-ce qui pousse les évêques encore à revenir à cet accord-là? Je l'ai dit la fois passée, cet accord est mort. Mais pasteur, excusez-moi, vous incriminez les évêques alors que le travail avait été fait de concert avec toute la classe politique. Les évêques en prennent... Les évêques n'ont rien imposé. Non, je vais vous dire que les évêques imposent. Les évêques imposent leur accord de Saint-Sylvestre. S'ils n'imposaient pas, ils n'avaient qu'à se taire maintenant et dire que nous avons le calendrier. Accompagnons ce calendrier. Les évêques vont au-delà. Ils finissent même par demander à un président de la République de se prononcer qui ne se présenterait pas. Ils osent dire que les pensions allaient se baisser. Oscar, vas-y comprendre quelque chose. Les évêques, ils en veulent à la tête du président Kabila. Ce n'est pas les élections qu'ils veulent. Quand vous suivez tout ça, ils en veulent au président Kabila. Non. La Constitution, ils veulent seulement le respect de la Constitution. La Constitution a déjà réglé la question du chef de l'État. Il n'y aura pas un troisième mandat, le chef de l'État ne se représentera pas. Et il l'a dit. Pourquoi est-ce qu'ils vont aller jusqu'à lui donner un ultimatum? C'est parce qu'ils ont leur agenda. Je voudrais qu'on soit clair. Je ne suis pas contre l'Église catholique. C'est l'Église mère, je la respecte. Mais je suis contre les activistes évêques qui ont un agenda politique dans ce pays et qui en veulent au chef de l'État. Ça ne commence pas de maintenant, Oscar. Ce combat des évêques contre le président Kabila a commencé depuis 2011. Et si tu me donnes le temps, je peux te démontrer ça. 2011, alors que vous étiez encore à la tête de la CENI? Oui, je vais donner 2 minutes. Parce qu'il faut que l'opinion... Je ne parle pas pour rien. Je suis chef d'église comme eux. Et quand je parle, je sais que les gens doivent vérifier ce que je dis. Nous entrons, l'abbé Malouma, la CEI est finie. L'abbé Malouma a réussi parce qu'il s'est appuyé sur le clergé et les religieuses. Le clergé catholique et les religieuses. C'est eux qui géraient la logistique, c'est eux qui étaient les chefs d'antenne. Nous entrons à la CENI 2 semaines plus tard. Le cardinal Moussengo écrit une lettre et demande à tous les catholiques de se retirer de la CENI. Non, le cardinal, il écrit une lettre, je le dis clairement. Et il refuse qu'on puisse utiliser les écoles catholiques par la CENI. Ça nous a déstabilisés, nous devrions engager d'autres personnes, les former rapidement, chercher à garder notre matériel. Le cardinal ne s'est pas arrêté là-bas. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Quand on a installé la CENI, nous sommes partis tout le bureau chez lui, à Lindongue, le saluer, nous présenter qui nous sommes, et nous lui avons demandé une chose. En tant que chef spirituel, nous nous mettons à ta disposition, cardinal. Si tu peux, nous pouvons commencer à venir avoir le conseil de ta part. Il nous a répondu non, je ne vous conseillerai pas, allez faire vos élections. 2. 3. Nous faisons l'enrôlement des électeurs. Nous terminons. Non, Oscar ne regarde pas le temps, c'est important que le peuple le sache.
Quand je dis qu'il y a un coup monté depuis 2011 contre la personne de Kabila, parce qu'à ce moment-là, il voulait saboter les élections pour que Kabila tombe à ce moment-là. Nous faisons l'enrôlement des électeurs. Un ami commun avait sa fille qui s'est mariée ici à Kinshasa, à Sacré-Cœur. C'est le cardinal qui a officié la messe. J'étais invité. La messe terminée. Le cardinal, encadré par certains prêtres, il sort, il me voit, je m'approche pour le saluer poliment. Il me pose la question, vous avez terminé votre enrôlement? Moi, j'ai dit oui, cardinal. Combien d'électeurs? 32 millions. Il me répond devant les gens, menteur, il y a 32 millions. J'ai eu froid devant les gens. Et moi, j'ai fait 4. C'est le cardinal Mosengo qui a annoncé les faux résultats en utilisant l'argent de la MONUSCO. Et c'est ce qui a poussé Etienne Tshisekedi à s'autoproclamer. C'est ce qui a poussé Etienne Tshisekedi à prêter serment. Et c'est ce qui m'a totalement discrédité. Parce que le monde entier ne peut pas croire qu'un évêque mente, qu'un évêque manipule les choses. Et tout le monde jusqu'aujourd'hui m'insulte ce que tu as fait en 2011, il a fait en 2011. Et moi j'ai compris ce que le cardinal poursuivait. Le cardinal voulait qu'il y ait des troubles comme en Côte d'Ivoire et qu'il y avait la part. Vous en voulez peut-être au cardinal? Je n'avais pas au cardinal dit la vérité. Si quelqu'un, les membres du bureau sont vivants, sauf Ndaye qui est mort, perd son âme, je ne travaillais pas seul. Et ça, ce sont les choses claires que le cardinal a faites. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. Maintenant, quand vous voyez, vous regardez le cheminement, d'où nous venons, jusqu'à l'accord de la Saint-Sylvestre, cet accord-là est mort. Oui, mais est-ce que les réalités à l'époque, telles qu'elles ont été publiées par la CENI de votre époque, reflétaient réellement la réalité? Je vous dis que ça reflétait la réalité. Tshisekedi n'a pas été élu. Tshisekedi n'a jamais gagné. Il a été quelque part, mais il n'a jamais gagné. Et je ne le dis même pas ici. Regardez la carte électorale du Congo. Vous n'avez pas le Grand Katanga qui avait plus d'électeurs. Vous n'avez pas la province orientale qui est soïliphone, l'ancienne province orientale. Vous n'avez pas le Bandundu où le Palou fait la loi. Vous n'avez pas le Kivu là où Kamere fait la loi. Vous n'avez pas l'Équateur là où Kengo fait la loi. Vous avez, même si vous êtes les 2 voix de 2 Kasaï, c'est la moitié de voix de la province actuelle du Haut-Lomami. On peut vous voter à 10 000%. Vous n'avez pas Kinshasa avec vous à 100%. Vous allez passer où? La logique, regarde, je le dis devant le peuple aujourd'hui, à son âme, et ça, l'Église voulait amener un discrédit. Ce que moi je subis aujourd'hui, c'est le discrédit parce que j'ai résisté avec l'aide de leurs complices de la communauté internationale. Et c'est pour cela que j'ai tout le discrédit. Et si quelqu'un analyse très bien, le maître de certains candidats. Non. En tout cas, à moins qu'ils aient imprimé l'erreur. À moins qu'ils aient imprimé l'erreur. Moi, je me battais contre. Les gens ne voulaient pas qu'il y ait élection, qu'il y ait un vide. Je vous ai dit ici, je suis allé dans la capitale internationale. Dans une capitale, on m'a dit clairement, nous ne fait pas les élections. Moi, je dis pourquoi il faut qu'il y ait un vide. Kabila doit partir. En 2006, nous avons fait 90%. Quand il a été élu, il a attaqué la Chine. Suivez-moi. Moi, je suis dans le combat entre